Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Avant de passer la parole au directeur général de la Tour Jean Albert, je voudrais quand même vous préciser quelques éléments, présenter un petit peu la CEPAC et le pourquoi de la CEPAC à ce congrès. Parce que pareil, ça peut surprendre. On s'est posé la question, c'est quoi la crédibilité d'un banquier à un congrès sur la protection de la biodiversité? C'est pas forcément complètement évident. Plus parfois des images de banquiers qui recherchent une rentabilité à court terme. Donc moi je voudrais bien préciser que tous les banquiers ne sont pas dans la même situation, d'une part. Je rappelle qu'on a un statut coopératif, donc qui nous met à l'abri de la pression des marchés sur le court terme. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, au-delà de ça, les caisses d'épargne ont des valeurs génétiques, puisqu'elles ont été créées il y a 200 ans, pour notamment accompagner, voire anticiper les évolutions sociétales, avec notamment, à l'époque, la préoccupation sociétale, c'était l'accès des populations les moins favorisées à quelques instruments financiers, d'où la création du fameux livret des caisses d'épargne. Et puis j'aime bien le rappeler, pour les dames, c'est aussi à 140 ans un début d'émancipation financière grâce aux caisses d'épargne, puisqu'elles ont pu ouvrir un livret et faire des opérations sans l'autorisation de leur mari. Quand même, c'est quand même important de le souligner. Et puis la préoccupation sociétale du XXIe siècle, c'est bien évidemment le réchauffement climatique et puis aussi la protection de la biodiversité. Alors c'est vrai que ça paraissait tout à fait naturel pour nous de commencer et d'être plus sensibilisés aux évolutions et à la protection contre le réchauffement climatique, parce que d'une part c'est plus facile à mesurer. Je crois que ça c'est un sujet aussi sur lequel on doit progresser en termes de biodiversité. Et puis, oui, c'est vrai qu'on est allé assez fort au niveau de la CEPAC, puisqu'on s'est lancé avec une équipe de spécialistes vraiment au top sur la région, sur le financement des énergies renouvelables. Et nous sommes ainsi le 4e financeur en France, le 4e financeur, tout le monde confondu, y compris les nationales, le 4e financeur des énergies renouvelables. Donc c'est vraiment une position qu'on défend aussi, bien évidemment. Alors donc ça, c'est le point sur les énergies et la lutte pour la protection contre le réchauffement climatique, la lutte pour effectivement nous protéger contre ça, excusez-moi. Mais au-delà de ça, la question sur la biodiversité se posait. Alors c'est vrai qu'on est partenaire de la Tour du Velin. C'est un point tout à fait important. Et puis j'ai tout à fait rassuré, moi, le jour de l'ouverture, puisque Emmanuel Macron a mis un petit peu tout le monde d'accord. Parce que c'est vrai que parfois on se dit il y a des discours de spécialistes, il y a peut-être même des luttes. Là, Emmanuel Macron a dit bon, que finalement c'était le même combat. C'était le même combat, qu'il fallait essayer de rapprocher les calendriers des deux programmes. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis l'autre élément marquant, je pense qu'un point important pour accélérer tous ces éléments et la transition, c'était aussi la présidence de Christine Lagarde. On sait, l'argent c'est le nerf de guerre. Et la présidence de Christine Lagarde, c'est quand même un moment important. Alors nous, banquiers, on le sait, on doit remonter l'état d'enquête, on doit faire des stress tests, etc. Donc on se doute bien. Mais notre première approche, c'est de dire, bon, on va encore avoir des réglementations qui vont tomber dessus, des augmentations de fonds propres pour pouvoir continuer nos activités. Mais non, là, je pense que c'est vraiment, ça va au-delà de ça. Et c'est vrai que je n'avais pas moi-même pris conscience à quel point le risque était devenu un risque systémique. Ne serait-ce que par la valorisation des actifs financés par le système bancaire qui peut se dévaloriser de façon importante. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le risque de stagflation lié à tout ça, on l'a vu un petit peu d'ailleurs avec la Covid, le risque de stagflation justifie pleinement, en tout cas, l'intervention des banques centrales. Et moi, je me dis qu'une fois qu'ils auront eux-mêmes fait leur boulot de décarbonation au niveau de leurs actifs, là, oui, les choses vont arriver de façon très très sérieuse. Et je pense qu'il sera quand même très très difficile
pour une entreprise, allez, on va dire brune ou marron, qui ne cherche pas à se verdir, ou à respecter effectivement quelques contraintes vis-à-vis de la biodiversité, ça sera très très dur pour elle de trouver des financements. Alors d'une part par les banques, mais aussi parce que les épargnants eux-mêmes sont en train d'évoluer et de plus en plus cherchent à donner du sens à leur épargne. Et là on voit qu'effectivement le jour où, notamment sur la biodiversité, on aura des indicateurs qui seront plus clairs, plus standardisés, une offre simplifiée, là il y aura une force de frappe en termes de financement pour favoriser la transition énergétique, écologique, et puis aussi en faveur de tout ce qui sera respect des critères ESG, en fait, globalement. Je pense que là il y aura un coup d'accélérateur très, très, très marquant. Donc voilà, je pense que là, le train est en marche. Ce n'est pas forcément les entreprises qui se tromperont, comme peut-être Kodak à un moment donné, qui ont fait une erreur stratégique. Là, il y aura des contraintes de façon très, très marquante sur le plan financier. Et moi, ça me rend très, très optimiste pour la suite. Alors peut-être un point important, et là, moi je me tourne vers vous, pour faire la transition. Je crois qu'on a encore besoin beaucoup de pédagogie. De pédagogie. Bon, alors moi je suis quelqu'un de rationnel, j'aime bien qu'on me prouve les choses, etc. Donc il y a les slogans qui aident à faire avancer, mais il y a aussi le pourquoi, etc. Donc sur la biodiversité, et puis sur le domaine plus particulier qui vous touche, hein, les zones humides, c'est vrai que dans la population, je ne pense pas que naturellement beaucoup de gens se disent « Ah oui, la protection des zones humides, c'est une priorité ». Ouais, j'avoue qu'il y a quelques temps, je me disais qu'il y a sûrement beaucoup de moustiques, etc. Donc voilà, je crois qu'il y a une nécessité de vraiment faire de la pédagogie. Donc je compte sur vous aujourd'hui pour en faire. Et puis voilà, moi en tout cas, je voulais vous assurer qu'en tout cas la CEPAC a pris ce train, et pas en queue de wagon en tout cas, je pense. Hein, et on a bien l'intention de continuer à soutenir ces évolutions. Voilà, merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre voix introductif ont bien posé les enjeux, effectivement, et notamment de cette réconciliation entre le monde de la nature et l'humanité, qui s'est extraite depuis 150 ans, hein, et qu'on a toujours vécu, on fait partie intégrante du vivant, mais depuis notamment l'homme occidental s'est extrait du vivant et a considéré que cette nature n'est qu'une contrainte à son développement ou une ressource dans laquelle on peut puiser sans fin. Et c'est là que puisent les racines de la crise systémique et qui connaît plusieurs facettes, climatique, biodiversité, santé. Et tout ça a une même origine, c'est cette relation erronée entre l'homme et la nature. Et cette réconciliation nécessaire passe par effectivement que les différentes facettes de la société doivent apprendre à se connaître, à dialoguer et avoir effectivement des indicateurs, des chiffres, hein, pour que la rationalité de chacun puisse être communicante, qu'on arrive à poser les mêmes éléments et poser un diagnostic et trouver des solutions ensemble. Et donc l'UICN, effectivement, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce que c'est l'UICN, cette grosse ONG assez particulière qui a été créée en France en 1948, qui rassemble aujourd'hui, je crois, 170-171 gouvernements. C'est une ONG qui est composée de gouvernements et d'ONG, ce qui est assez original, et qui est un peu à la fois le thermomètre, le baromètre de la conservation de la nature dans le monde, et en même temps un espace politique. À partir de hier a commencé ce congrès à deux phases, une phase, on va dire, de forum, d'échange, et puis une phase politique où on examine des motions, où on prend des engagements, pays et société civile, pour les 4 ans qui viennent. Je suis pour ma part donc directeur de la Tour du Valat, je vais vous dire un peu ce qu'est la Tour du Valat. Je suis également vice-président du comité français de l'UICN, qui est une des branches les plus actives de cette ONG, et on essaye d'alimenter l'agenda national et de le traduire au niveau français dans ce dialogue nécessaire entre tous les acteurs. Pour commencer, un petit film qui vous dit quelques mots sur les enjeux des zones humides et la Tour du Valat. 800 poussins flamants roses sont rassemblés dans un enclos pour être mesurés, pesés et bagués afin de pouvoir être étudiés et suivre leur déplacement. Depuis plus d'un demi-siècle, les scientifiques de la Tour du Valat mènent chaque année cette opération pour suivre l'évolution des populations de flamants roses en Camargue. Ce laboratoire scientifique indépendant a été fondé en 1954 par le docteur Luc Hoffmann dans le but d'étudier et d'enrayer la destruction des zones humides méditerranéennes.
Aujourd'hui, il y a une étude menée à l'échelle mondiale qui a démontré que parmi tous les écosystèmes sur la planète, celui qui contribue le plus au développement et à la subsistance de l'humanité, eh bien, ce sont les zones humides. Et cette étude, dans le même temps, a démontré que ces milieux, ces zones humides, sont également les milieux les plus menacés, les plus détruits par les mêmes hommes qui en bénéficient. En région méditerranéenne, un tiers des espèces de vertébrés dépendent des zones humides, alors qu'elles ne représentent que 2 à 3% de la superficie de la région. Elles jouent un rôle vital pour l'humanité en fournissant eau, nourriture et matériaux divers à la base de nos activités sociales, économiques et culturelles. Véritable amortisseur climatique, elles constituent un rempart à l'érosion des sols et protègent contre les crues et les tempêtes. Mais les zones humides ont souvent été considérées comme un frein au développement de l'activité humaine. L'expansion de l'agriculture intensive, la construction des barrages sur les cours d'eau et l'urbanisation ont causé l'assèchement de ces milieux et la réduction de leur superficie. La pollution causée par les activités industrielles ou agricoles et l'épandage de pesticides viennent s'ajouter à la perturbation de l'équilibre écologique de ces écosystèmes. Ainsi, depuis 1970, 48% des zones humides du bassin méditerranéen ont disparu, tandis que la perte mondiale moyenne est de l'ordre de 35%. Et cette destruction s'accélère inexorablement. Convaincus que les zones humides ne pourront être préservées que si activité humaine et patrimoine naturel vont de pair, la Tour du Valat développe des programmes de recherche scientifique de pointe dans de nombreuses disciplines. L'ornithologie, l'hydrologie, la géomatique et l'écologie de la santé. C'est aujourd'hui un acteur incontournable sur le sujet dans le bassin méditerranéen. Ces actions s'articulent autour de 4 grands axes: comprendre, gérer, transmettre et convaincre. Au fil des décennies, la Tour du Valat s'est dotée d'importantes bases de données qu'elle partage avec les scientifiques du monde entier. Ces données permettent de réaliser des suivis à long terme afin de mieux prévoir l'évolution de ces milieux fragiles mais indispensables aux hommes. Pour gérer et protéger durablement les zones humides, la conviction du fondateur de la Tour du Valat, Luc Hoffmann, était d'appréhender la biodiversité comme une dynamique globale, incluant et interagissant avec les activités humaines. Pour ce faire, la Tour du Valat collabore avec de nombreux gestionnaires œuvrant au maintien d'autres zones humides en Méditerranée, notamment à Prespa en Grèce et à Doñana en Espagne. Ainsi, la Tour du Valat, en s'appuyant sur de forts partenariats avec des scientifiques, universitaires, gestionnaires et ONG, contribue à mettre en place des initiatives pour la sauvegarde des zones humides méditerranéennes. En 1971, la Tour du Valat fut un acteur majeur de la création de la Convention de Ramsar sur les zones humides. Aujourd'hui, elle participe activement à des conférences dans le monde entier qui réunissent les plus grands organismes scientifiques, institutions et ONG environnementales comme l'UICN, le WWF ou encore BirdLife. Les recherches scientifiques de la Tour du Valat permettent à présent de conseiller et d'alimenter les décisions prises sur le plan politique. De par ses compétences scientifiques, son réseau, son mode de fonctionnement, depuis le début, le ministère en charge de l'écologie a fait confiance à la Tour du Valat pour aller au plus près du territoire et puis mener des actions concrètes. La sauvegarde des zones humides est aujourd'hui clairement un enjeu de société. Il est de notre responsabilité et on joue notre avenir en préservant la biodiversité en général, les zones humides en particulier, qui sont encore une fois l'écosystème le plus productif et celui qui contribue le plus au développement de l'humanité. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir mettre plus le projecteur sur la communication, sur la pénétration de nos idées là où c'est important, et puis sur la création d'une plateforme commune où nous pourrons arriver ensemble à une gestion optimale des zones humides. Ainsi, la Tour du Valat poursuit l'œuvre de son fondateur, Luc Hoffmann. Réconcilier l'homme avec la nature, c'est bien là la clé de la réussite. Et la seule façon de préserver les zones humides, ces espaces si particuliers dont l'homme et toute une biodiversité exceptionnelle dépendent. Merci, voilà, c'était une brève présentation des enjeux liés aux zones humides dans le bassin méditerranéen et l'action de la Tour du Valat. Donc j'espère ne pas être trop redondant dans ce qui va suivre, parce que je vais reprendre un petit peu des éléments qui ont été cités dans ce film.
Je voudrais commencer par une notion que vous avez citée, sur laquelle vous avez insisté dans votre introduction, c'est la notion du risque. J'imagine que vous connaissez pour la plupart ce rapport, le rapport sur les risques mondiaux, qui sort chaque année en janvier, qui est présenté au Forum économique mondial à Davos. Et vous avez ici le graphe des principaux risques. Alors en bleu, ce sont les risques économiques, en vert, les risques environnementaux, en orange, les risques géopolitiques, en rouge, les sociétaux, et en violet, technologiques, rangés selon deux axes, la probabilité d'arriver et leur impact. Et vous voyez que ce cadran en haut à droite, c'est les risques majeurs qui ont une forte probabilité d'arriver et qui auront un fort impact. Juste pour préciser, ce rapport, ce n'est pas des experts qui font ça dans leur bureau, c'est une enquête auprès des principaux acteurs de l'économie mondiale sur leur perception des risques. Ça, c'est le rapport 2021. Et ce graphe correspond à 2021. Et vous avez ici, cette colonne, ça correspond au même rapport, donc les 5 risques les plus probables et les 5 risques qui étaient perçus pour avoir le plus gros impact en 2010 et à côté en 2021. Et vous voyez qu'en 2010, il n'y avait aucun risque environnemental. Tous les risques étaient des risques soit économiques, en bleu, soit sociétaux, soit géopolitiques, hein, comme voilà, les problèmes de gouvernance. Et on voit qu'en à peine 11 ans, les décideurs économiques perçoivent aujourd'hui les risques comme étant majoritairement environnementaux. Vous voyez qu'en termes d'impact, en termes de probabilité, 4 risques sur 5 sont des risques environnementaux et arrivent en 4e position les maladies infectieuses. C'est étonnant, hein, c'était en janvier 2021. On vient de vivre presque une année de Covid. Eh bien, c'est quand même, vous voyez, la faillite de l'action climatique, la perte de la biodiversité, les dommages humains à l'environnement, la perte, une crise des ressources naturelles et les événements climatiques extrêmes qui sortent comme les risques perçus par les acteurs économiques les plus forts sur leur activité. Et en termes d'impact, ben, vous voyez là aussi, donc là effectivement c'est les maladies infectieuses qui sortent en premier avec le plus fort impact, mais juste derrière c'est l'inadaptation de l'action climatique et la perte de biodiversité. Donc on voit qu'on est ce qu'on discute aujourd'hui dans ce cénacle de spécialistes de la biodiversité ne concerne pas que ces spécialistes, concerne bien la société dans son ensemble et en particulier les acteurs économiques. Et on sait très bien qu'un acteur économique, sa survie dépend de la gestion des risques. Et donc lorsque un rapport sort avec des signaux aussi clairs d'alerte sur les risques environnementaux, il est d'une nécessité vitale pour les entreprises de réagir et de prendre en compte ces risques à la fois climatiques et sur la biodiversité. Et comme ça a été dit par le président Macron dans l'ouverture de la cérémonie et que vous avez rappelé, on ne peut pas dissocier le climat et la biodiversité, on ne peut pas dissocier la société dans son ensemble de ces deux questions clés du climat et de la biodiversité qui sont en train de mettre le monde à genoux. Et donc il est temps d'agir. Juste pour zoomer un peu sur le bassin méditerranéen, c'est un endroit exceptionnel sur la planète pour beaucoup d'aspects, par la douceur des villes, par la culture, etc., mais aussi des aspects un peu plus compliqués. Et notamment, c'est un triple point chaud d'abord de la pression humaine. Ce bassin méditerranéen, c'est un des berceaux de la civilisation, hein, avec une relation entre l'homme et la nature depuis des millénaires et qui s'est fait en équilibre entre les pratiques humaines et une biodiversité très riche. Mais on a franchi un seuil, on a rompu cet équilibre, notamment la population du bassin méditerranéen a triplé en seulement un siècle, et elle continue à croître de façon très forte, surtout sur l'est et le sud du bassin méditerranéen. Et puis, puisque on est avec des acteurs économiques, c'est la région du monde qui connaît le plus grand gap, le plus grand différentiel économique entre deux régions contiguës, le nord et le sud du bassin méditerranéen, qui est à l'origine, bien sûr, de grands désordres, comme on le sait tous. Voilà, pas uniquement lié à cette différentiel économique, mais ça y contribue. C'est aussi un point chaud du changement climatique. Vous le savez, le changement climatique est une réalité aujourd'hui, dont on voit très fortement, on commence à vivre fortement les impacts. Les régions les plus impactées, c'est la région arctique, mais la deuxième région au monde la plus impactée, c'est le bassin méditerranéen, dans lequel il est prévu, et on le voit déjà, que ce réchauffement soit 20% supérieur à la moyenne mondiale, ce qui veut dire que d'ici la fin de ce siècle, vous savez, l'accord de Paris s'est engagé à ne pas augmenter d'ici la fin du siècle de plus de 2 degrés, et si possible 1,5 degré par rapport à l'ère industrielle. Dans le bassin méditerranéen, on est déjà à 1,5 degré, on est même à 1,6 degré. Donc l'accord de Paris, on peut l'oublier. C'est pas une raison pour ne pas travailler, au contraire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très critique, et les spécialistes prévoient que d'ici
la fin de ce siècle, si en tout cas on n'a pas de politique climatique extrêmement vigoureuse, on sera entre 3 et 5 degrés, et plutôt vers les 5 degrés. 5 degrés, ça veut dire, grosso modo, que dans la plupart des villes de Méditerranée, les mois les plus chauds, les mois les plus frais en 2100 seront plus chauds que les mois les plus chauds d'aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que le mois d'août ou de juillet tel qu'on les vit aujourd'hui, bah, ça sera le mois de décembre, ça ne sera même pas le mois de décembre. Le mois de décembre sera plus chaud que le mois d'août aujourd'hui. Donc ça va faire des situations invivables, en particulier dans les villes. Donc il est grand temps d'agir et d'agir vigoureusement. Et puis un autre fait critique, la Méditerranée est un lieu où la littoralisation, c'est-à-dire l'accumulation, la migration des hommes et des activités économiques sur le littoral est extrêmement poussée. Et en plus, c'est une mer qui n'a pas de marée, donc les aménagements se sont faits au plus près de l'eau. Et là, on voit qu'avec une prévision qui est aussi supérieure à la moyenne mondiale, où on devrait avoir à peu près 1 mètre, 1,10 m d'eau en plus d'ici la fin de ce siècle, on voit qu'il y a énormément d'endroits sur la planète, sur le pourtour méditerranéen, qui vont être extrêmement affectés, surtout des endroits, par exemple Fos, où on a plein d'usines Céveso, un aéroport à fleur d'eau, etc. etc. C'est des endroits où ça va être compliqué pour beaucoup de monde. Troisième point chaud, c'est en matière de biodiversité. C'est un des lieux sur la planète où il y a le plus, une biodiversité la plus diversifiée et extraordinaire, bien plus que les zones tropicales qui nous paraissent, quand on pense comme ça, on pense plutôt à une forêt tropicale pour être un foyer de biodiversité. Il y a beaucoup plus d'espèces diverses dans le bassin méditerranéen, du fait notamment qu'on est à la croisée de 3 continents, avec des montagnes, de hautes montagnes jusqu'à la mer, et avec beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que dans le bassin méditerranéen, notamment en termes de plantes. Près de la moitié des plantes qu'on trouve dans le bassin méditerranéen ne se trouvent qu'ici, nulle part ailleurs sur la planète, et donc on a une responsabilité éminente quant à leur préservation. Et avec un rôle critique des milieux aquatiques, puisque, comme je vais vous le montrer, l'eau est là aussi un enjeu assez important. Justement, l'eau, on est dans un lieu de forte tension, sur lesquels il y a une tension déjà très forte sur les ressources en eau, entre développement et espace naturel. Quelques chiffres, on mobilise beaucoup d'eau, 300 km3 d'eau douce par an, mais avec une faible efficience. Environ un tiers, c'est perdu. Alors rien n'est perdu, hein, tout se transforme, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est retirée du milieu naturel ou des nappes phréatiques, mais n'arrive pas à la destination pour laquelle elle a été prélevée. C'est perdu par des réseaux qui sont peu fonctionnels ou des choses comme ça. Et donc, en tout cas, cette eau est retirée du milieu naturel, et donc elle ne joue pas son rôle dans la nature, et elle n'arrive pas à la destination. Et on n'est pas des bons élèves en matière de gestion de l'eau, notamment il y a un indicateur qui s'appelle l'empreinte sur l'eau, qui montre que parmi les 10 pays au monde qui gèrent le moins bien leurs ressources en eau, il y en a quand même 5 qui sont en Méditerranée, les pays européens de la rive sud, des rives nord de la Méditerranée, qui ont de gros progrès à faire en matière d'économie, de gestion rationnelle de l'eau. Un chiffre qui est peu connu mais qui fait un peu froid dans le dos, la population du bassin méditerranéen, ce n'est que 7% de la population mondiale, mais c'est 60% de la population mondiale déficitaire en eau. Dès aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le triangle de la pénurie, qui va de la Tunisie au Soudan et au Pakistan, qui est une zone dans laquelle, aujourd'hui, les ressources en eau ne sont pas renouvelables. On prélève de l'eau fossile qui est stockée dans les nappes profondes depuis des millénaires et qui ne se renouvelle pas, dans lesquelles il y a une compétition entre les pays parce que ces nappes sont transfrontalières et c'est à celui qui pompe le plus vite pour ne pas laisser l'eau aux voisins. Donc on est dans une espèce d'emballement fou qui fait que voilà, cette zone-là, qui est déjà en situation critique, risque d'être en situation extrêmement critique dans les années qui viennent si on n'est pas capable d'avoir une gestion plus rationnelle de cette ressource. Et vous voyez que je vous parlais du clivage économique nord-sud. Eh bien, on a le même clivage en termes de répartition des ressources en eau, et les deux sont liés, c'est clair, où on a un château d'eau au nord et une zone où, au contraire, l'eau est rare au sud, et avec une pression extrêmement forte, notamment sur l'aspect agricole. 82% de l'eau du sud est consacrée à l'agriculture, avec, je vous disais, souvent une faible efficience, un mauvais rendement, et donc des tensions qui s'accroissent. Et donc dans ce contexte, les zones humides sont souvent perçues comme des compétitrices pour cette eau qui est rare et convoitée, et donc ça a été une des notions, avec d'autres notions, comme celles que vous avez rappelées, les moustiques, les maladies, il y a plein de... Voilà, les zones humides pâtissent d'une image
très funeste, très négative, notamment pendant toute la période hygiéniste du XVIIe, XVIIIe siècle, où il fallait drainer les zones humides pour justement se défaire de ces maladies, de ces nuisances, etc. On est toujours sur cette perception, et à quoi on ajoute cette pression sur ces ressources en eau, et donc on détruit ces zones humides, alors que ce sont nos plus précieux alliés. Justement, alors, ça a été dit dans le film, donc je vais aller vite, mais ces zones humides, d'abord, c'est vrai que ce terme zone humide, c'est un terme qui n'est pas beau du tout, hein, je ne sais pas qui l'a inventé, mais il a pas dû faire une école de marketing. Ce sont des lieux qui sont extrêmement variés, extrêmement beaux et extrêmement productifs. C'est des lacs, des étangs, des marais, des rivières, des estuaires, des lagunes, tout ce qu'on voit autour de nous. En Méditerranée, notamment ici, autour de Marseille, de la Camargue. Et ce sont des milieux très diversifiés qui sont caractérisés par le fait qu'ils sont en eau, de façon permanente ou temporaire, et cette eau peut être douce ou saumâtre, éventuellement salée. Donc c'est des milieux très variés, qui peuvent être naturels ou artificiels, des rizières, des salins, ce sont des zones humides également. Et ils rendent des services éminents à la société, notamment des services d'approvisionnement. C'est, on le disait dans le film, l'écosystème le plus productif au monde. Là encore, souvent quand on pense à un écosystème très divers et très riche, on pense plutôt à une forêt équatoriale. Ben, sachez qu'une lagune, comme ce qu'on trouve en Camargue ou à l'étang de Berre, ça produit 3 fois plus de matière vivante au mètre carré qu'une forêt équatoriale. C'est vraiment l'écosystème le plus productif. C'est des poissons, des oiseaux, du gibier, des végétaux, tout ce qu'on veut, autant de ressources pour les hommes. Des services qui ont été longtemps passés sous silence, mais qui deviennent absolument critiques, notamment à la faveur des changements climatiques, c'est tous ces services de régulation liés à l'eau, qui peuvent recharger les nappes phréatiques, qui peuvent absorber les crues, répandre ces crues et à éviter que les pics de crues soient dramatiques pour les activités humaines, qui piègent les nutriments, tous ces fertilisants ou autres, et qui dépolluent. Ce sont un peu, pour faire simple, c'est à la fois une grosse éponge, et puis ce sont un peu les reins de la nature. C'est ça qui va filtrer et faire en sorte qu'une eau de qualité moyenne ou médiocre que les hommes peuvent relarguer, ressort purifiée après avoir traversé une zone humide. Et puis ce sont des zones où les hommes se sont toujours, c'est à la fois cette double dynamique d'attraction et de répulsion, mais où la culture, les notions culturelles ont été toujours très fortes, très prégnantes dans ces zones humides. Et avec aujourd'hui des valeurs éducatives et de culture, hein, vous disiez de cette nécessité de sensibilisation, ce sont des milieux extraordinaires sur lesquels ce rapprochement entre l'homme et la nature doit être activé. Et comme je vous le rappelais, c'est aussi le milieu le plus détruit sur la planète. Et à chaque fois qu'on détruit une zone humide, c'est un milieu très réactif. Et on voit aussitôt qu'un problème se passe. Bien sûr, il y a moins de ressources pour les gens qui en vivent, mais notamment sur tous ces services de régulation, à chaque fois qu'une zone humide est détruite ou dégradée, on voit qu'on a des sécheresses ou des inondations plus accusées. On a ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est un peu la crise de foie des milieux naturels. Il y a trop d'aliments, trop de nutriments, et elle n'est plus capable de jouer ce rôle de filtre de rein. Et donc, voilà, il y a des problèmes, et la nature en pâtit, et les hommes également. Les pollutions, exactement, perte des usages. C'est ce qui se passe à chaque fois, et la logique voudrait que si on constate un dysfonctionnement, on dit, il n'y a qu'à remettre à l'état antérieur, et ça jouera à nouveau tous ces rôles bénéfiques et gratuitement. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe. Lorsqu'on constate qu'il y a un problème d'inondation, de sécheresse, et on va bâtir un barrage ou une digue. Lorsqu'il y a un problème d'excès de pollution, on va bâtir une station d'épuration. À chaque fois, c'est une réponse technologique qui est coûteuse en investissement, coûteuse en maintenance, et qui ne joue qu'un rôle à la fois, quand ces milieux peuvent jouer tous ces rôles à la fois et de façon gratuite. Donc notre message, ce sont des milieux extrêmement précieux, préservons-les, si on les abîme, restaurons-les, ceux qui ont disparu, restaurons-les, et on aura toutes ces fonctions jouées gratuitement pour la société. Donc dans ce cadre, nous, Tour du Valat, nous sommes un institut de recherche pour la conservation des zones humides dans tout le bassin méditerranéen. Et donc nous nous sommes donnés pour mission de renverser la tendance, à travers cette analyse assez funeste, dire ce n'est pas une fatalité, ces milieux sont à la fois des trésors de biodiversité et nos alliés les plus précieux pour répondre aux défis sociétaux. Ensemble, faisons en sorte de renverser la tendance. Et donc notre job, c'est d'assurer cette conservation, ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle, c'est-à-dire l'homme est partie intégrante. Il ne s'agit pas de mettre sous cloche ces milieux-là, mais bien de faire en sorte que l'homme puisse profiter, mais ne consomme que les intérêts et pas le capital. C'est un capital naturel de premier ordre. Aujourd'hui, on tape dans le capital, et voilà, c'est pas à vous que j'apprendrai que c'est pas une façon de faire les choses. Donc voilà, prélevons les intérêts, mais maintenant, faisons fructifier ce capital en mobilisant toute une communauté d'acteurs. Et comme vous le disiez,
souvent, on a tendance à rester un peu dans un cercle fermé de nos collègues. Il est impératif, nécessaire, et grand merci pour cette invitation, parce que les acteurs économiques sont clairement une partie de la solution. Il est impératif qu'on soit capable de dialoguer, de comprendre les enjeux et d'agir ensemble. Nous sommes situés, comme ça a été dit, au cœur de la Camargue, au sein d'une des plus belles, emblématiques zones humides d'Europe et du monde, où on a un vaste domaine qui fait 2700 hectares, qui sont en partie une réserve naturelle, puisque l'objet c'est de préserver la biodiversité, mais également un lieu où nous testons un certain nombre de choses, et je vais y dire plus tard, mais donc l'idée c'est à chaque fois de voir comment des activités humaines sont compatibles avec la biodiversité, et trouver où mettre le curseur entre production et protection, assurer une valeur économique, une rentabilité, un épanouissement social et une préservation de la biodiversité. Nous sommes environ 80 personnes, surtout des chercheurs, des ingénieurs, mais également des gens sur des aspects plus techniques, puisqu'on est aussi agriculteurs. On a une manade de 350 têtes de taureaux de race Camargue, on fait du riz bio, on fait du vin bio, voilà. Et à chaque fois c'est pour produire, mais aussi pour tester. C'est à chaque fois une démarche scientifique pour voir où mettre ce curseur et où est-ce qu'on trouve un bon équilibre pour transférer des pratiques qui seront plus vertueuses. Comme ça a été rappelé dans le petit film, nous on vise à contribuer aux objectifs du développement durable avec cette représentation qui montre en fait que les 4 objectifs liés à la biosphère sont vraiment la base des autres objectifs qui concernent la société ou l'économie. L'économie en fait est un peu en haut. Souvent on se focalise sur l'économie et on néglige les fondations de la vie et de l'économie. Si on détruit la nature, l'économie détruit elle-même. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a une étude des Nations Unies qui montrait que plus de la moitié du PIB mondial dépend directement de la nature. Et donc en détruisant la nature, bien sûr, on affecte l'économie. Donc notre objectif, c'est de contribuer à ces objectifs de développement durable des Nations Unies à travers ces 4 objectifs, comprendre, gérer, transmettre et convaincre, pour ensuite faciliter la mise en œuvre des politiques, être auprès des États, des acteurs privés, pour faire en sorte que ces objectifs soient mis en œuvre et qu'on arrive à les atteindre. Juste je vais passer rapidement sur ces 4 objectifs en essayant de les illustrer. Sur l'aspect de la connaissance, en tant qu'organisme scientifique, notre job c'est de comprendre pour alimenter, comprendre comment ça bouge, parce que effectivement ça bouge et ça bouge vite, et pour pouvoir ensuite agir. Nous existons depuis, vous l'avez vu, depuis plus de 60 ans, et on a notre spécialité, c'est donc une approche scientifique, et notamment nous avons depuis plus de 60 ans des suivis, soit d'espèces, soit d'habitats naturels, avec le même protocole pendant plusieurs décennies. Et ça, c'est quasiment unique au monde. Et ça nous donne une puissance d'analyse. On travaille avec beaucoup de laboratoires dans le monde, en France mais ailleurs, en Europe et au-delà, parce que cette base de données est absolument unique. De pouvoir avoir plusieurs décennies de recul avec des corrélations entre différents facteurs nous donne une capacité d'analyse qui est absolument extraordinaire et qui nous permet de projeter dans le futur. Donc on peut modéliser le futur sur la base de la compréhension du passé. Et au début, l'intérêt de notre fondateur, Luc Hoffmann, c'était un intérêt pour les oiseaux qui a été l'initiateur de cela. Mais très rapidement, on s'est aperçu que s'il y avait des oiseaux, c'est parce qu'il y a des habitats qui les hébergent. S'il y a des habitats, c'est parce qu'il y a des interactions entre les hommes et la nature. Et donc, d'une question qui était une passion pour les oiseaux, on est arrivé à des questions qui se sont ouvertes au fur et à mesure et qui ont nécessité d'avoir une équipe qui s'est étoffée, au début d'ornithologues, ensuite de botanistes, de zoologues, d'hydrologues, et puis des gens plus dans les sciences humaines, pour être maintenant sur l'interface sciences politiques. Et nous avons monté notamment, nous avons été mandatés en fait par les 27 pays du pourtour méditerranéen pour tenir un observatoire des zones humides. Et vous disiez cette nécessité de pouvoir mesurer, d'avoir des éléments tangibles, compréhensibles, simples si possible, pas toujours facile, pour pouvoir ensemble communiquer et prendre des bonnes décisions. Donc nous avons, depuis une quinzaine d'années, à la demande des 27 États du pourtour méditerranéen, mis en place ce qu'on appelle l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Nous avons repris et analysé 300 indicateurs possibles et en retenu in fine 15 indicateurs qui correspondent aux engagements internationaux des pays méditerranéens et qui permettent de renseigner à la fois l'état des zones humides, mais également les éléments de pression et puis les forces motrices à la base de ces pressions et enfin les réponses des sociétés par rapport à ces enjeux-là. Et donc tous les 6 ans, on sort un rapport complet qui permet de faire l'état des lieux, où on en est, quelles sont les pressions, et en général, hélas, le constat est à la perte, hein, vous l'avez vu,
mais on ne se contente pas de suivre la perte. On analyse les raisons de cette perte, les causes directes et puis les causes plus profondes, et on voit quelles sont les réponses de la société en essayant d'identifier les réponses les plus pertinentes ou les plus innovantes dans un pays, par un gouvernement, par une ONG, pour inspirer d'autres pays à faire de même. Donc c'est cet observatoire des zones humides qui je veux dire, rapporte une décision, mais des rapports intermédiaires sur des thématiques particulières. Et parmi les chiffres, hein, les indicateurs, ben on voit effectivement, comme c'est rappelé dans le petit film, près de la moitié des zones humides du bassin méditerranéen ont disparu en 50 ans. C'était dit au niveau mondial, c'est 35%, ce qui est déjà 3 fois plus que les forêts. Hein. On voit souvent à la télé la forêt amazonienne, etc. Les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que la forêt, et ça ne fait pas les grands titres dans les journaux. Et en Méditerranée, c'est encore pire, puisque vous voyez, c'est pas 35, mais c'est 48% disparus en 50 ans. Avec ces prélèvements d'eau, je vous disais, avec beaucoup de fleuves dont le débit a diminué dramatiquement, le Nil en particulier, qui est vous savez, la civilisation, tout ça, les crues du Nil étaient un bienfait. Ces crues du Nil n'existent plus depuis le barrage d'Assouan, depuis, vous avez vu aussi avec le barrage de la Renaissance en Éthiopie, il y a des conflits sur le Nil qui sont majeurs et qui vont être sûrement encore plus forts dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, les autorités égyptiennes considèrent que toute goutte d'eau qui arrive dans la Méditerranée est perdue. On peut le concevoir, mais la résultante, c'est que le delta est en érosion extrêmement forte, en salinisation extrêmement forte, et on sait que 80% de la population égyptienne qui est en croissance extrêmement forte se trouve dans le delta et dans la vallée. On voit qu'on va au-devant de lendemains compliqués. Et tout ça, bien sûr, a un impact direct sur l'économie des pays et sur le bien-être des populations. Sur le volet géré, donc l'idée, c'est encore une fois d'avoir des zones humides qui soient les plus riches en biodiversité, mais aussi utiles et généreuses pour les hommes. Et comme je vous le disais, on a un domaine assez vaste sur lequel on teste tout cela. Je vous disais, on a une manade de taureaux, ce qu'on appelle une manade en Camargue, c'est un troupeau de taureaux, 350 têtes de taureaux de race Camargue, qu'on utilise comme, pour faire simple, une tondeuse à gazon, mais qui est une tondeuse sélective, et en voyant, en fonction de la charge de pâturage, quelle expression de la biodiversité on peut avoir. Et donc on arrive à optimiser la charge de pâturage pour avoir à la fois un rendement économique d'une viande de grande qualité, on mène tout ça en bio bien sûr, ce sont des bêtes qui n'ont même jamais, sont dehors tout le temps, ne connaissent pas le foin, ne vivent que de ce qu'ils trouvent sur place. Et on a également cessé tout traitement antiparasitaire, parce qu'on s'est aperçu que ces traitements se retrouvaient dans les bouses et tuaient tous les insectes qui se nourrissent des bouses, qui sont à la base d'une chaîne alimentaire. Et donc on a réussi, au début on s'est dit c'est risqué pour nos bêtes, et on s'aperçoit en fait, et nos collègues éleveurs camarguais l'ont regardé avec un œil un peu goguenard, et il s'avérait en fait que ça marche très bien. Pour peu qu'on soit en pâturage très extensif, c'est-à-dire pas trop concentré, il y a un taux de réinfestation très faible, et avec à la fois un impact économique, parce que c'est très cher ces produits, c'est compliqué à manipuler sur des bêtes sauvages, et donc il y a un vrai bénéfice économique à ne pas le faire, à la fois sur des coûts évités, mais également on vend mieux notre viande, parce qu'elle est de meilleure qualité, donc on la vend plus cher. Et on a un gain sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, alors qu'on était critiqué au début par nos collègues manadiers, aujourd'hui, beaucoup s'en inspirent et arrivent à ces pratiques. Et nous avons, il y a 3 jours, on nous a remis le label Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN, qui est un label qui reconnaît les meilleures pratiques de gestion. Vous savez, souvent, ici, l'UICN, il y a ce qu'on appelle une liste rouge, c'est-à-dire tout ce qui se casse la gueule, les espèces, les habitats, etc. Et puis, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, les listes vertes, c'est-à-dire pas juste se déprimer en regardant tout ce qu'on perd, mais aussi mettre en avant les pratiques les plus vertueuses, ce qui fait faire changer les choses. Et donc, nous avons été reconnus, le domaine de l'Aire du Vala. Aujourd'hui, il n'y a que 59 sites dans le monde qui ont eu ce label liste verte, qui reconnaît la bonne gestion, une gestion efficace, avec une bonne gouvernance, qui associe les populations, qui a des résultats en termes de conservation. Et voilà, donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir reçu ce label il y a 3 jours. Et bien sûr, ce qu'on fait en Méditerranée, autour du Vala, en Camargue, a vocation à être exporté au-delà. Et notamment, nous avons monté, depuis 2 ans, mais on l'a lancé il y a 3 mois, et on en a beaucoup parlé, et encore ce matin, il y a une réunion là-dessus, un consortium méditerranéen pour la biodiversité. L'idée, c'est de dire, on est en train de gagner des petites batailles, mais on va perdre la guerre, notamment parce qu'on n'est pas capable de s'allier, on n'est pas capable de... Chacun travaille en silo, hein, y compris dans notre métier de l'espace naturel, la gestion de l'espace naturel, il y a ceux qui s'occupent des forêts, ceux qui s'occupent des zones humides, ceux qui s'occupent de la mer. Et donc là, on s'est dit, on va se mettre ensemble, et donc là, vous avez des logos de plusieurs structures qui s'occupent, certaines des forêts, certaines des îles, certaines de la mer, certaines des zones humides.
pour dire on va ensemble faire un consortium pour d'une part être plus compétent, c'est que des organisations qui travaillent à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen, et on va faire un guichet unique qui sera capable de mobiliser des bailleurs, l'Agence française de développement, bailleurs publics ou bailleurs privés, pour développer des projets plus gros, avec un plus gros impact, et surtout ensemble. Tout type d'habitat naturel concerné, réuni, et associant les acteurs publics et privés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais sur lequel je crois beaucoup et dans lequel on met beaucoup d'espoir pour avoir plus d'impact. Transmettre, vous l'avez dit, cette notion de sensibilisation est absolument essentielle. Et donc il est essentiel pour nous de ne pas rester entre scientifiques, mais bien de mobiliser une communauté d'acteurs. C'est d'abord les acteurs scientifiques. Et nous, en tant qu'organisation scientifique, on organise régulièrement, tous les 2 ans, une conférence de jeunes chercheurs de tout le bassin méditerranéen pour partager là aussi les connaissances, partager les meilleures pratiques, faire en sorte que cette capacité, cette expertise scientifique puisse être intégrée dans différentes universités ou établissements un peu partout sur le bassin méditerranéen. On vulgarise pas mal de recherches à travers différentes éditions, et puis on a mis en place certains dispositifs, j'en cite ici un, qu'on appelle le pôle relais lagune. En fait, c'est un dispositif d'interface. On s'est aperçu que, là encore une fois, les acteurs ne se parlent pas, entre scientifiques, décideurs, gestionnaires, monde économique. Donc c'est un dispositif qui vise justement à créer des connexions, créer des passerelles, pas faire à la place d'eux, mais aider les acteurs à se connecter sur les lieux lagunaires du pourtour méditerranéen. Et hier soir, vous nous avez fait l'honneur de votre présence à une soirée justement où le monde de l'économie et le monde de la conservation étaient réunis, et nous avons remis notamment un prix, le prix du pôle relais lagune, qui récompensait une des actions les plus emblématiques, les plus innovantes en termes de bien-être, et c'est le conseil départemental du Var qui a mis en place, dans une plaine d'inondation, qui avait une vocation qui commençait à être morcelée, imitée par l'urbanisation, qui a racheté tout ça et qui en a fait un espace naturel dans lequel ils ont restauré des zones humides et avec un aménagement pédagogique qui est absolument extraordinaire. Si jamais vous y allez, c'est la zone humide du Plan, l'espace naturel du Plan, sur les communes de la Garde et du Pradé, qui est vraiment exemplaire. Donc, hier soir, on a remis, avec l'Agence de l'eau, le prix à ce conseil départemental du Var pour cette action exemplaire. Pour finir, convaincre, l'idée c'est justement de ne pas rester dans l'entre-soi et de faire en sorte que les acteurs, qu'ils soient politiques ou économiques, s'engagent. Donc nous croyons beaucoup dans cette notion de solution fondée sur la nature. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier. C'est une notion qui a été développée par l'UICN. Dans son congrès précédent, en 2016, cette notion a été validée et aujourd'hui on la retrouve déclinée dans à peu près toutes les politiques publiques au niveau européen, français, international. Et cette notion, ces solutions fondées sur la nature, c'est juste dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette nature qui a été vue en fait comme une contrainte au développement, c'est notre alliée la plus précieuse. Et il faut inverser notre perception pour convenir qu'au-delà de détruire cette nature, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour répondre aux défis sociétaux auxquels on fait face, le climat, l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, la santé, les risques naturels. Et on s'aperçoit qu'on peut très facilement, il y a plein de solutions très simples et peu coûteuses qui nous permettent de, simplement en gérant, en restaurant ces écosystèmes, répondre à ces défis et en même temps répondre aussi aux défis de la biodiversité. L'idée, c'est qu'il y a un double bénéfice pour les hommes, pour répondre à ces défis sociétaux et pour la biodiversité. Donc nous, autour du Valais, nous portons beaucoup cette notion-là et donc hier a commencé la partie politique du Congrès et nous avons déposé une motion qui a été votée par les États et par les ONG, qui a été validée, donc qui engage les États et les ONG pour la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature dans le bassin méditerranéen. Donc on fait tout un plaidoyer au niveau international, national et local pour dire changeons notre perspective, notre regard sur la nature, c'est notre alliée la plus précieuse et encore une fois très efficace et peu coûteuse pour répondre à ces défis. Et pour nous, ces zones humides sont en fait, au-delà d'être des endroits un peu qui sont pas bons, qui ont des moustiques, c'est au contraire encore une fois, c'est notre assurance vie. C'est un peu ces milieux qui vont pouvoir faire en sorte que tout ce qu'on nous prévoit et tout ce que les experts, et à chaque rapport du GIEC, vous avez vu, il y a quelques semaines, un nouveau rapport du GIEC est sorti, qui est encore plus alarmant et beaucoup plus alarmant que les précédents. On voit qu'on est dans une forme d'emballement de tout ça. Eh bien, il est grand temps de refaire confiance en la nature et de les considérer comme notre assurance vie plutôt que comme simplement un milieu à détruire.
Et il nous semble aussi important que tous les acteurs doivent y être, et notamment en Méditerranée, la société civile a été souvent très peu présente. Dans beaucoup de pays, c'est très centralisé, parfois autoritaire. Et puis on s'est aperçu que notamment depuis le printemps arabe, qui a diverses conséquences, certaines positives, d'autres moins, mais en tout cas la société civile a explosé dans différents pays, la Tunisie en particulier, mais pas que la Tunisie, il y a pas mal de pays dans lesquels cette société civile a explosé, mais était un peu dans le désarroi aussi. Beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de professionnalisme, pas beaucoup de compétences. Et donc on a mis en place, il y a 3 ans, ce qu'on appelle l'Alliance méditerranéenne pour les zones humides, qui vient en complément des organisations gouvernementales pour justement mobiliser à la fois des organismes de recherche et des ONG de conservation pour porter ces messages, pour porter au-delà des messages à des acteurs de terrain et des acteurs du dialogue entre les différentes parties de la société. Voilà, donc c'est une des nouveautés qui semble là aussi assez prometteuse. Pour finir, je voudrais juste faire un focus sur deux items. L'innovation, c'est quelque chose qui est dans votre ADN, dans vos pratiques quotidiennes. Quand on parle de conservation de la nature, conservation, c'est pas très innovant, mais bon. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut changer les pratiques pour être plus innovant. Et notamment sur une thématique que vous avez évoquée, ces fameux moustiques qui nous rendent la vie un peu compliquée et qui, à la fois, ont sauvé les zones humides beaucoup parce que c'est pas agréable de s'y confronter, mais en même temps sont vécus comme un problème. Donc la question, c'est est-ce que la démoustication, l'élimination des moustiques est compatible? Et là, en Camargue, dans les années 50, 60, 70, lorsque l'aménagement du littoral français a été fait, il y a eu des vocations qui ont été attribuées à différents secteurs. Donc la zone de Fos, c'était pour le développement industriel, le Languedoc-Roussillon, c'était pour le tourisme de masse avec 5 implantations, et puis entre les deux, il y avait une coupure verte. La Camargue, à ce moment-là, on lui a attribué une vocation environnementale, mais sans vraiment l'assumer. Et petit à petit, au fil des ans, à travers un parc naturel régional, à travers une réserve de biosphère, à travers des différents espaces naturels, cette vocation environnementale s'est confortée. La partie touristique, Languedoc-Roussillon, pour l'aménager, il a fallu éliminer une contrainte, en tout cas la réduire, c'est des moustiques qui rendaient la vie infernale. Donc dès les années 60 a été mis en place un organisme public qui a vocation à démoustiquer cette zone-là. Et qui au début, il est allé aux armes lourdes, hein, c'était du DDT, c'était voilà, ce qui existait à l'époque, hein, donc pas de détails. Et puis au fil des années, ils ont affiné leur technique. Et de tout temps, les opérateurs touristiques de la Camargue ont dit bah, attendez, les autres, ils peuvent travailler parce qu'il n'y a pas de moustiques. Nous, on ne peut pas travailler parce qu'il y a trop de moustiques. Il faut démoustiquer la Camargue. Et pendant longtemps, il y a eu des résistances. Et puis un jour est arrivée une molécule biologique, en fait, hein, ce qu'on appelle le BTI, un bacille, Bacillus thuringiensis, qui en fait est ingéré par les larves de moustiques, qui détruit leur système digestif, et donc les moustiques n'émergent pas. Qui semblait assez ciblé, et donc face à la pression des opérateurs économiques, on a dit ben, pourquoi pas tester ça si ça marche. Donc à partir de 2006, après une grosse émergence de moustiques en 2005, je ne sais pas si certains de vous en ont le souvenir, mais qui a été cataclysmique, hein, les matchs de foot étaient arrêtés, c'est dire, donc c'était pas possible. Donc il y a eu une poussée pour la démoustication, et donc c'est mis en place à partir de 2006 une démoustication, mais nous on a dit, ok pour démoustiquer, mais on va mettre en place aussi en parallèle un suivi scientifique pour voir si, d'abord ça répond à cette demande de démoustication, et surtout s'il n'y a pas des effets collatéraux qu'on n'avait pas voulu. Donc c'est mis en place ceci, et très rapidement, dès la première année, mais pendant les 5 ans de l'étude, on a vu qu'en fait, cette démoustication, certes, marchait, il y avait moins de moustiques, mais il y avait moins de tout aussi. Et on voyait qu'on était en train d'affecter l'ensemble de la biocénose de la Camargue, qui est emblématique, l'ensemble des espaces naturels et des espèces qui y habitent, à travers la chaîne alimentaire. Et en fait, on s'est aperçu que ce produit est effectivement beaucoup plus sélectif que tous les autres produits, mais il n'est quand même pas hyper sélectif. C'est-à-dire qu'il tue les moustiques et les cousins des moustiques. Et notamment, il y a un petit moucheron, je ne sais pas si vous baladez dans les marais en Camargue, les soirs d'été, vous avez souvent des nuages de moucherons le long des routes. Ça, c'est ce qu'on appelle les chironomes, c'est pas des moustiques, ça ne pique pas. Et c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire, à la fois dans ses larves aquatiques, mais aussi ses adultes. Et en éliminant de la Camargue les moustiques et les chironomes, eh ben on voit qu'on avait entre 30 et 70% de moins des libellules, des oiseaux, tout. Les chauves-souris, tout s'effondrait. Donc au bout de la fin de l'étude, on a dit, bah, ok, le BTI, ça marche pour les moustiques, mais ça ne marche pas pour le reste. Et donc il faut arrêter. Et donc le conseil scientifique du parc naturel de la Camargue a dit, voilà, il faut rapidement trouver une alternative, parce que ce n'est pas compatible avec la vocation de la Camargue, coupure verte. Mais une fois qu'on a dit ça, rien ne s'est passé. Tout le monde a dit, oui, continuez à faire des recherches. Je me dis, mais on ne peut pas continuer à chercher, on a trouvé, maintenant il faut passer à l'action. Non, c'est très bien ce que vous faites, continuez.
rien ne s'est passé. Donc on s'est dit, ben, puisque rien ne se passe, on va nous réfléchir, et on s'est dit, plutôt que de... Parce que cette démoustication, en fait, on épand sur des très grandes surfaces, avec des avions ou des chenillettes, dans les espaces naturels, ce produit qui est ingéré par les larves de moustiques. On s'est dit, ben, plutôt faire l'inverse, au lieu de dépendre dans des vastes surfaces pour protéger des petits villages, des petits hameaux ou des masses isolées, on va faire l'inverse. On dit, on va changer de stratégie, on va laisser les moustiques vivre leur vie partout, et on va protéger les hameaux ou les masses ou les petites zones d'habitation humaine. Et donc on a développé d'abord chez nous à la Tour du Valat, et puis une fois que les prototypes ont été jugés pertinents à une échelle plus vaste, des pièges à moustiques. Donc c'est assez basique comme technologie, hein. Il suffit simplement de mimer la respiration d'un homme. Les moustiques sont attirés en fait par le CO2 qu'on émet et par des substances olfactives, notamment la sueur, l'acide lactique dans notre sueur qui les attire. Et donc en fait on mime la respiration d'un homme et d'autres sueur à travers juste une boîte comme ça dans laquelle vous avez une bouteille de CO2 qui est produite par, qui n'est pas du CO2 fossile, hein, c'est la fermentation de végétaux qui produisent CO2, et donc ça émet très peu de CO2 comme un homme au repos, et en même temps des attractifs olfactifs. Et on s'aperçoit qu'il y a juste un petit aspirateur et un sachet dans lequel les moustiques qui arrivent sont aspirés et ils meurent là-dedans. Et donc on a testé ça pendant 2 ans sur la Tour du Valat, on a fait travailler 2 jeunes ingénieurs là-dessus, et on l'a développé ensuite dans un village proche en Camargue, et on s'est aperçu que ça marche très bien avec un suivi scientifique, avec un suivi sociologique aussi, où on voit que les habitants étaient très satisfaits du confort apporté, et c'était super parce que donc la démoustication a été effective, le ressenti des populations était positif, on capture avec ça toutes les espèces queues hématophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de sang, alors que la démoustication pratiquée par ce produit ne cible que 2 espèces, en tout on en cible une dizaine, dont le moustique tigre, le fameux là, qui rend la vie infernale aux citadins. Et donc quasiment pas d'impact sur la biodiversité. On n'enlève que les femelles d'insectes piqueurs, rien d'autre. Et ça marche super. Sauf que, pour des raisons politiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, eh bien, en Camargue, ça n'a pas perduré. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 2 jeunes ingénieurs qui ont monté ça avec nous, ben, depuis ils ont monté une boîte, une petite start-up qui s'appelle Kista, et qui marche très bien, qui est basée à Sénas, dans les Bouches-du-Rhône, et qui marche très bien en France, à l'international, et donc on fait le pari que d'ici peu, ben, la Camargue reviendra à ce qui a été conçu pour la Camargue, pour répondre à un besoin de la Camargue. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le type d'innovation qui nous semble maligne, pertinente, enfin qui fait du sens, où on montre qu'on peut travailler pour la biodiversité, on peut travailler pour le bien-être des hommes, et en plus de créer de la valeur, créer une économie pertinente, utile, rentable. Dernier point, je vous parlais des changements climatiques, et c'est bien avec cette perte de biodiversité, c'est bien ce qui nous inquiète et ce qui nous met dans le désarroi. Notamment la Camargue, hein, vous savez, c'est un delta, c'est donc tout plat. C'est à peu près 150 000 hectares, dont 70% sont à moins d'1 mètre d'altitude. Et si vous vous rappelez les chiffres que je vous ai dit, d'ici la fin du siècle, la mer devrait monter de plus d'1 mètre. Donc on voit que ça aura des conséquences fatalement sur la Camargue, mais sur bien d'autres espaces. Avec notamment, au-delà de la hausse des niveaux marins, vous avez des baisses de précipitations, des sécheresses. D'ores et déjà, en 5 ans, le climat, enfin ce qui se passe en Camargue, ça a changé de façon incroyable. On a des températures. Nous, on a la chance d'avoir là aussi un suivi des températures, des paramètres climatiques en Camargue depuis 1944. Et on s'aperçoit que la moyenne des températures sur les 10 années précédentes est 1,6 degré supérieure à celle depuis 1944. On ne parle pas de l'ère industrielle, on parle de 44. Hein. Vous voyez, en 70 ans, on a pris 1,6 degré de plus. Et sur les précipitations, sur les 5 dernières années, en moyenne, il pleut 600 mm en Camargue, et sur les 5 dernières années, il y en a 4 où il a plu à peu près la moitié. Et surtout, une eau qui ne tombe qu'en hiver. Entre mars et novembre, on n'a quasiment pas d'eau. Et ça a un impact très fort sur l'activité économique, sur l'agriculture, sur la biodiversité, etc. Et puis, ce qu'on voit mal aussi, c'est le Rhône. Le Rhône, c'est aujourd'hui un fleuve puissant, mais qui est puissant par... c'est une forme d'illusion, parce que les glaciers sont en train de fondre, et donc on a un débit du Rhône qui est tout à fait important en été, mais parce qu'on est en train de bouffer le capital. C'est le stock qui s'en va là. C'est les glaciers qui fondent l'été et qui alimentent le Rhône. Mais toutes les prévisions montrent qu'à partir, c'est à peu près en 2040 que devrait être le point d'inflexion, où les glaciers auront perdu tellement de leur masse que le Rhône va avoir des débits d'étiage très faibles et très précoces. Dès le mois d'avril, dès le mois de mai, on devrait avoir un Rhône qui coule comme normalement au mois d'août.
et avec des conséquences très fortes, parce que là aussi en Camargue, l'agriculture, c'est beaucoup de la riziculture, de l'agriculture irriguée, on pompe dès le mois de mai, et on risque de pomper de l'eau de mer, parce que l'eau, dès que le débit est trop faible, la mer remonte dans le Rhône. Ça nous est déjà arrivé une année, on a fait du riz cette année-là, on n'a pas récolté un grain de riz parce qu'on a pompé de l'eau saumâtre, on a grillé notre riz. Et ça c'est arrivé une fois, en 2011, et ça risque d'arriver de façon beaucoup plus fréquente dans les années qui viennent. Donc voilà, tout ça dit que ça va être compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, soit le déni, qui est hélas une attitude encore forte, pas tellement un déni climato-sceptique ou négationniste, parce que je pense que maintenant tout le monde est conscient, mais souvent un déni parce qu'on ne sait pas quoi faire en fait. Et on a un mécanisme de protection psychologique lorsqu'il y a quelque chose qui est trop impactant, auquel on n'a pas de réponse, eh bien on le met de côté et on continue comme avant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe en Camargue. La plupart des acteurs sont dans une forme de déni. Ils savent, mais ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'on n'a pas de réponse. Et c'est plus confortable de faire comme avant que de prendre ça en compte. Puis l'autre réponse, c'est trois réponses possibles. Le déni, la réponse technologique. Donc bien sûr, la technologie sera une partie de la réponse, mais on voit, et les décennies passées ont montré qu'il y a une technologie qui procède de la solution, mais il y en a d'autres qui procèdent du problème. Et donc il va falloir qu'on fasse le tri entre justement ces technologies. Beaucoup de technologies procèdent de la solution, mais on a mis trop de choses en place qui sont la source du problème, la cause du problème. Donc il va falloir qu'on soit très vigilant là-dessus. Donc la réponse toute technologique n'est certainement pas la bonne réponse, mais oui, une partie de la technologie doit être mobilisée. Et puis cette solution fondée sur la nature, donc nous y croyons beaucoup, il sera sûrement un mix entre technologie, entre infrastructure grise, entre génie civil et confiance à la nature qui devrait être une solution pour repousser dans le temps les problèmes. Et donc nous, là-dessus, on apporte un certain nombre d'expertises sur les modélisations des flux d'eau et de sel, par exemple, et puis depuis une dizaine d'années, sur un grand site qui appartient au Conservatoire du littoral, qui est, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est la Camargue, le Grand Rhône-là, enfin, bon, c'est le coin sud-est de la Camargue, où les salins du Midi possédaient 14 000 hectares de salins, et puis pour des raisons économiques et climatiques et d'érosion côtière, en 2008, ils ont cédé 6 500 hectares au Conservatoire. Et donc il y a une cogestion qui s'est mise en place avec la Tour du Valat, le parc de Camargue, et puis une association qui gère la grande réserve d'eau centre de la Camargue pour gérer ensemble ce site-là. Et à l'époque, vous voyez, il y a ici, donc ça c'est très grand, hein, ça fait, là il y a à peu près 6 km, 7 km. Ça c'est la digue, donc ça c'est le littoral d'aujourd'hui. Ça c'est une digue qui a été construite dans les années 80 par l'État pour protéger l'activité salinière qui était ici. À l'époque, cette digue était construite à 300 mètres de la mer, et puis il y a une érosion littorale qui fait qu'aujourd'hui, cette digue, la mer est sur la digue carrément, et à chaque tempête, l'énergie des vagues qui arrivent sur la digue est réfléchie et remporte tout le stock de sable qui est au pied de digue vers le large. Il y a une fosse qui se creuse en pied de digue, et la digue s'affaisse dans cette fosse. Donc cette digue est en train de disparaître dans la mer, simplement parce que justement, c'est le type de technologie qui est censé protéger et en fait qui aggrave les problèmes, qui exporte le sable vers le large. Et puis il y a une autre digue qui est ici à 4 km en arrière littoral, qui est la vraie digue de défense des biens et des personnes, qui a été faite fin du 19e siècle. Et donc aujourd'hui, tout cet espace-là, qui est immense, hein, ça fait 5000 hectares, est piloté par la mer, est géré par la mer. À chaque tempête, la mer rentre, à céder, à casser toutes les digues qui avaient été bâties entre, qui s'arrêtent à ce niveau-là. Il n'y a jamais eu de débordement et jamais une mise en péril des biens et des personnes. Mais en tout cas, c'est un site assez unique en Europe, où sur une telle surface, on dit on va tenter de faire confiance à la nature, voir ce qui se passe lorsque on joue avec les forces de la nature et pas contre. Et c'est assez enthousiasmant, parce que, enfin, de notre point de vue, je veux dire qu'on n'est pas, tout le monde ne trouve pas ça enthousiasmant, mais de notre point de vue, ça l'est, parce qu'on s'aperçoit que justement, vous voyez ici le même endroit. Alors là, ça fait un peu peur, parce que c'est la même photo, 2014, 2016, 2018. Vous voyez, il y avait une lagune, on commençait à voir la digue qui s'affaisse ici. 2016, ça commençait bien en eau, et 2018, c'est sous l'eau. Mais ça, c'est un endroit particulier, c'est ici, à l'endroit où la mer s'est connectée de façon permanente. Et partout ailleurs, alors que ce sable, je vous disais, était exporté au large, et bien maintenant, à chaque tempête, les vagues amènent des quantités de sable importantes qui comblent ces lagunes. Et aujourd'hui, à la place de jolies lagunes, on a des gros tas de sable. C'est un peu ballot. Et ces tas de sable, justement, ce sont nos assurances de demain. C'est les défenses, c'est ce nouveau littoral, ce nouveau lido qui se construit. Demain, on va aider un petit peu tout ça pour que des dunes s'érigent sous les forces du vent et que ce soit les meilleurs remparts contre les tempêtes de demain. Donc voilà, c'est un processus qui va très vite et avec, en termes de biodiversité, une reconquête qui est très rapide sur les poissons à valeur commerciale comme les loups, les dorades et autres. Donc voilà, c'est tout à fait enthousiasmant d'un point de vue
de personnes comme nous, quoi, qui sommes des gestionnaires de nature, mais c'est très angoissant pour les Camarguais. Et il y a une grande incompréhension, je ne sais pas, vous avez vu hier, il y en a dans Le Monde qui est sorti justement sur ces tensions en Camargue qui sont très fortes en ce moment entre nous, le conservatoire, le parc, la Tour du Valat, qui pensons qu'on est dans le sens de l'histoire, et puis beaucoup de Camarguais qui ne peuvent pas accepter ça. Ils se sont battus pendant des siècles pour lutter contre le Rhône et la mer, et le premier qui, d'une part, laisse rentrer la mer, et en plus qui s'en réjouit, ce sont des fous, quoi, ce sont des hommes à abattre. Et on est un peu dans ce type de tension. Et donc il y a un vrai travail de pédagogie, effectivement, de conviction, pour montrer qu'on n'est pas là pour travailler contre les hommes, mais bien pour les hommes, pour la nature, et qu'on peut ensemble trouver des moyens, certes, avec une forme de renoncement. On ne pourra pas tenir, ça me semble clair, lorsque la mer monte de 1 mètre, et ça ne va pas s'arrêter en 2100, hein, les spécialistes disent que ça montera encore entre 2 et 4 mètres par siècle, tous les siècles, pendant tous les siècles. Donc ça veut dire que de toute façon la Camargue, elle sera rayée de la carte un jour ou l'autre. La seule question, c'est quand. Et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant pour justement continuer à y vivre le mieux possible. Et cette question, c'est ça, ce déni dont vous parlez, c'est cette difficulté à se confronter à quelque chose qui est au plus intime de nous. Quand nos ancêtres ont vécu en Camargue, on fait cette Camargue, c'est intolérable d'imaginer ça. Et pourtant, il faut l'accepter, il faut l'envisager, et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Donc voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire de demain dans cette situation compliquée? Moi, je suis convaincu que, notamment en Camargue, mais ça ne vaut pas qu'en Camargue. En Camargue, je vous dis, depuis fin du XIXe siècle, on a endigué totalement la Camargue sur ses 3 faces, le long des 2 Rhônes et le long de la mer, et on a vécu depuis dans l'illusion de la permanence des choses, dans l'illusion de la stabilité. Or, un delta, par essence, c'est dynamique, ça bouge, ça a toujours bougé, et ça bougera. Et là, sous la force des changements climatiques, ça bouge encore plus vite. Et donc, je suis convaincu que, après cette histoire qui a été vécue très positivement de la maîtrise et de la conquête, il va nous falloir ensemble écrire une nouvelle histoire, qui est l'histoire de l'adaptation et de la résilience. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre bien dans ces territoires, et là j'élargis au-delà de la Camargue, hein, tout en faisant en sorte que la nature puisse avoir sa place et nous rendre tous les services dont je vous ai parlé. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir l'accepter. Alors sans fatalisme, encore une fois, on est souvent taxé de fataliste parce qu'on laisse la mer entrer. C'est pas du tout du fatalisme, c'est au contraire quelque chose de très volontaire, qui demande du courage et de l'engagement, mais justement qui demande de la lucidité sur la trajectoire sur laquelle on est engagé. Et c'est ce qu'on discute depuis une semaine ici, c'est cette trajectoire, on y est, et elle est inéluctable pour une grande part. On doit s'y adapter, on peut faire des choses avec. Ça demande, voilà, je vous disais, s'inscrire dans ce temps long, dans cette trajectoire, l'accepter et pas voir juste le lendemain. Et ça demande d'être capable d'inventer un aménagement du territoire évolutif. Aujourd'hui, on a des outils d'aménagement du territoire qui sont assez limités. Une boîte à outils qui est limitée, surtout fixiste, qui attribue pour toujours une vocation à un territoire. Là, c'est urbain, là, c'est agricole, là, c'est espace naturel. Il va falloir qu'on invente une autre façon d'aménager qui soit adaptative et dynamique. Un espace qui est aujourd'hui agricole pourrait être naturel demain, ce qui est naturel pourrait être agricole ou urbain, ce qui est urbain pourrait être marin. Enfin bon, il va falloir qu'on envisage tout ça et qu'on se dote d'outils qui permettent d'activer cette dynamique, de l'accepter et de l'accompagner. Et encore une fois, en considérant la nature, et c'est bien le message de ce congrès, comme une puissante alliée, pas comme une contrainte, c'est notre alliée la plus précieuse, c'est notre assurance vie, il faut travailler avec. Et puis voilà, c'est ce que vous nous offrez aujourd'hui, et merci encore Monsieur le Président, c'est ce partage, cette nécessité du partage, de la confrontation des points de vue, d'un dialogue entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de parler, qui n'ont pas le même vocabulaire, qui n'ont pas les mêmes indicateurs, les mêmes références. Il va falloir qu'on travaille, qu'on ait justement un vocabulaire commun, des indicateurs les plus simples possibles. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce qu'on peut procurer aujourd'hui réponde à vos besoins en termes de simplicité ou de normalisation, mais en tout cas on tend vers ça, et même si ce n'est pas aussi simple que vous le souhaitez, il faut quand même qu'on arrive à dialoguer avec la connaissance que nous et nos collègues pouvons générer, et avec vos contraintes ou vos besoins. Et donc voilà, tous, le monde de l'entreprise, les urbanistes, les écologues, les architectes, les artistes, tous, il faut qu'on soit ouvert, qu'on soit proactif, qu'on ait une vision sur le long terme. On en parlait hier soir, hein, cette nécessité où le monde de l'entreprise, effectivement, on est préoccupé par le court terme, mais il faut aujourd'hui, et puis il y a le rendement sur le court terme qui est souvent une contrainte absolue, et on voit que c'est ça qui nous met dans le mur. Comment est-ce qu'on peut concilier un rendement à court terme et une vision de long terme? C'est ça l'enjeu de demain, et c'est absolument ce qui nous semble fondamental, et cette nécessité de se lancer résolument dans cette adaptation et cette résilience, et de faire ça ensemble nous paraît absolument la réponse de demain, la seule réponse, la seule voie possible en tout cas. Voilà, je vous remercie.
questions peut-être, non? Non, vous n'avez pas le temps. Si, bien sûr. J'étais trop long, je suis désolé, mais bien sûr, aucune autre question. Moi, je suis... Merci, moi je n'avais pas conscience du 48% des zones humides. Et ma question, c'est, alors vous avez donné un exemple sur comment restaurer, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples possibles? Est-ce que vraiment on peut restaurer? Et puis l'autre question, c'est est-ce que le législateur fait ce qu'il faut pour que voilà, il y ait des barrières maintenant pour qu'on ne puisse plus détruire ces zones humides? Merci. Donc oui, on peut restaurer. On est en train de faire justement une carte à l'échelle du bassin méditerranéen des zones potentiellement restaurables. Et on n'a pas encore fini, mais on voit qu'il y a plein d'endroits où on peut restaurer. Donc c'est pas tellement une question de capacité, enfin, c'est une question de volonté. Alors il y a des zones où c'est plus facile à restaurer, donc on va faire plusieurs classes, là aussi, des zones qui sont facilement restaurables, d'autres moins facilement et d'autres très difficilement. C'est sûr que quand on est dans une pleine inondation, on a construit des lotissements, c'est un peu compliqué. Mais il y a plein d'endroits où on a des capacités à restaurer des zones humides, et souvent ça coûte rien, c'est juste détruire une digue ou réouvrir un endroit et laisser faire la nature. Et ce qui nous semble indispensable, c'est de restaurer, surtout quand on parle de la gestion de l'eau et des zones humides, c'est de restaurer des zones humides en multipliant leur effet par le fait qu'ils sont en série sur le long du bassin versant. Et il faut, dès la tête de bassin, vous avez vu ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes l'an dernier, en Allemagne en juillet dernier. Alors je ne prétends pas que les zones humides, s'il y avait des zones humides partout, ça aurait tout résolu, bien sûr, mais en tout cas, ça aurait tamponné largement, il y aurait beaucoup moins de dégâts si on était capable, surtout ici, dans un bassin qui vient des Alpes, des montagnes de haute altitude, et qui arrive jusqu'à la Méditerranée, où depuis des décennies, on s'est employé à réduire ces rivières à des espèces d'autoroutes les plus étroites possibles, on fait dévaler le plus vite possible l'eau vers la mer. Et on s'aperçoit que c'est une hérésie totale, où on a bâti, où on a contraint, et aujourd'hui, on n'a pas d'autre option que soit faire dévaler l'eau là-dedans, soit l'avoir débordée et créer des dommages terribles. Donc il va falloir qu'on soit capable, là où c'est facile de le faire, mais même là où c'est difficile. Dans la Roya, il y a eu il y a quelques années à Fréjus une inondation qui a fait des morts aussi sur une petite rivière qui s'appelle la Brague, dans laquelle il y avait des habitations, des lotissements, des campings qui ont été bâtis, et bien sûr tout ça a été balayé. Il a fallu attendre qu'il y ait des morts pour que, enfin, on se pose la question de est-ce que ça a été raisonnable d'avoir des villas au milieu de la pleine inondation? Et il a fallu 15 ans entre le moment où il y a cette inondation et ces morts pour qu'on arrive, et c'est cette année seulement, qu'on a réussi à dire oui, on va raser ce qui reste, le conservatoire littoral va acquérir et on va empêcher l'urbanisation. Vous voyez, malgré une tempête un événement climatique qui crée des morts, des traumatismes, on n'est pas capable de prendre des décisions qui paraissent une évidence. C'est une aberration de construire des lotissements dans une rivière méditerranéenne, dans le lit mineur, dans lit majeur d'une rivière méditerranéenne. Pourtant, toutes les rivières méditerranéennes sont construites dans leur lit majeur. Donc voilà, il va falloir à la fois qu'on restaure là où c'est facile, et où ça ne coûte pas grand-chose, mais il va falloir aussi qu'on aille plus loin, qu'on restaure là où c'est compliqué, mais parce qu'il y a un vrai risque et c'est pas tenable à terme. Et sur votre question sur le législateur, hier, à notre table ronde, il y avait une députée de Charente-Maritime qui a porté il y a 2 ans un rapport parlementaire justement qui s'appelle Terre d'eau, Terre d'avenir, donc qui était ciblé sur les zones humides, qui démontrait un peu tout ce que je vous disais et qui a beaucoup de propositions. Et cette députée, qui a fait ça avec un sénateur, tous deux très engagés, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire passer ces recommandations, qui ont été bien acceptées par le gouvernement, mais ensuite, quand un rapport parlementaire arrive sur un bureau dans un ministère, c'est une chose, que ça se traduise dans une loi, c'est une autre chose. Et notamment dans la loi climat et résilience qui a été validée en août dernier, eh bien, alors que plein de recommandations avaient leur place pleine et entière et ont été proposées, elles ont toutes été, enfin pas toutes, mais en tout cas celles qui ont été acceptées ont été un peu vidées de leur sens et la plupart ont été refusées par des amendements, y compris du gouvernement. Donc voilà, c'est pas gagné. Mais heureusement, il y a des parlementaires qui se battent, mais il y a encore du travail. Philippe Bernard, je suis responsable de l'aéroport de Marseille-Provence et il se trouve qu'on est en charge sur notre territoire d'une zone qui est la zone des Salins. Ouais. Et c'est vrai que je suis très interpellé par ce que vous dites en disant laissons faire la nature, et alors que nous, quelque part, qui sommes on considère que notre mission c'est de protéger cette zone et
il y a une interface très forte entre l'étang de Berre et la zone des Salins, et on a l'impression que si effectivement on laisse faire la nature, cette zone va s'asphyxier. Et j'ai l'impression, en vous entendant, que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et du coup, moi, ça m'interpelle sur la façon dont on doit s'y prendre en termes de méthode, quoi, pour réaliser un petit peu cette mission de préservation de la biodiversité sur l'aéroport. Par s'asphyxier, vous entendez quoi? Quand vous dites qu'elle va s'asphyxier? C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il y a un système d'échange entre l'eau de l'étang de Berre et l'eau de la lagune. Et si l'homme n'intervient pas dans cet équilibre, on voit la zone en fait s'asphyxier. C'est ça que je veux dire. D'accord, oui, bien sûr, très bonne question. Alors, peut-être que j'étais peu clair dans mes explications. Quand on dit fonder sur la nature, ça ne veut pas dire on laisse 100% la main à la nature. Ça veut dire on cède des forces de la nature, un peu comme le judoka qui utilise la force de l'adversaire. Là, pour le moment, on a fait je ne sais pas comment le comparer par rapport au judo, parce que, en tout cas, on s'est confronté aux forces de la nature. On a dit on va dominer la nature, et on voit là où ça nous mène. L'idée, c'est de dire utilisons les forces de la nature à notre propre service. On va détourner cette force. C'est-à-dire qu'on laisse 100% la nature faire. Et puis je vous le disais, il y a des endroits où il faudra recourir bien sûr à l'ingénierie civile pour protéger des biens, des personnes, des ouvrages, des aéroports. Pour ce qui est des Salins du Lion, c'est un site qu'on connaît puisqu'on a travaillé dessus il y a quelques années avec vous. Bien sûr, tel que c'est aujourd'hui, s'il n'y a pas une gestion active, ça ne marche pas. Effectivement, on est dans une forme d'eutrophisation, puisqu'en plus on est dans des zones d'une qualité assez médiocre. Et s'il n'y a pas un renouvellement de l'eau, effectivement, là on a des problèmes. Donc il y a un vrai travail à la fois sur la qualité de l'eau, sur la gestion du site en termes de circulation hydraulique, mais duquel on ne peut pas s'extraire de ce qui se passe avec le climat. Et c'est vrai que votre aéroport est vraiment, typiquement comme quasiment tous les aéroports du littoral méditerranéen, construit sur une zone humide, facile à aménager, c'est tout plat, il suffit de reblayer un peu, et boum. Et on est au niveau de l'eau, enfin on voit 1 mètre dessus, je ne sais pas combien est la piste, mais elle n'est pas très haute. Hein. Voilà. Donc il y a un moment, dès maintenant, il faut se poser la question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder le plus possible. Bien sûr, l'idée, c'est pas de déplacer l'aéroport maintenant, mais c'est en tout cas d'anticiper sur des faits qui vont arriver de toute façon. Alors c'est peut-être à vous, c'est peut-être à votre successeur, peut-être pas le celui d'après encore, mais c'est à vous, je pense, de se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut anticiper tout ça, prendre des solutions qui nous permettent à la fois pour moi, gestionnaire de l'aéroport, mais aussi d'un espace naturel qui est sympa. Hein, les Salins du Lion, il y a toujours plein d'oiseaux, c'est très attractif, etc. Mais comment est-ce qu'on peut là aussi faire en sorte que cette proximité ait du sens, qu'il y a plein de gens qui viennent faire du footing autour, enfin c'est un site qui est assez attractif, mais qui effectivement par endroits c'est un peu limite en termes de qualité de l'eau et de gestion. Donc voilà, il y a des solutions, enfin en tout cas nous on est à votre disposition si vous le souhaitez pour revoir tout ça. Et l'idée encore une fois, c'est pas d'opposer infrastructure et nature, ou dire la nature doit prendre la place des infrastructures, c'est comment est-ce qu'on peut trouver le meilleur équilibre possible dans une vision prospective à long terme. Bon, question? Bon, merci en tout cas. Merci. Alors, juste un mot, moi je dois dire, j'ai beaucoup aimé dans le discours le fait que vous insistiez beaucoup, qu'on doit travailler ensemble, parce que c'est vrai qu'on a eu pendant longtemps des discours assez punitifs du côté d'écologie, et on voit bien que c'est pas le sujet, c'est pas celui-là, on est tous embarqués un peu dans la même galère, donc on doit trouver des solutions ensemble, et je pense que c'est la bonne voie. Ça me rend très, très optimiste en tout cas. Voilà. Merci encore. Merci à vous.